Activité instable, pas assez de clients cette semaine ou ce mois-ci, trop de choses à gérer. Comment se lancer et réussir? Comment développer ses perceptions et ressentir plus? Comment s'épanouir et se concentrer sur ton cœur de métier, le bien-être? Bienvenue sur Thérapeute Inspiré, le podcast où tu trouveras des réponses aux grandes questions que tu te poses. Qui suis-je pour parler de ceci? Je m'appelle Anfissa, thérapeute et praticien en soins énergétiques avec plus de 20 ans d'expérience. Et moi, ainsi que mes invités, sont passés par là. Nous avons surmonté ces défis et nous sommes ici pour partager nos expériences et nos conseils avec toi. Ensemble, nous explorons des sujets essentiels pour ta pratique et partagerons des témoignages enrichissants. Rejoins-nous pour un voyage inspirant vers une pratique épanouie et réussie et partage aussi ton expérience dans les commentaires. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Lolita qui est doula et qui a un parcours assez intéressant, je trouve. Elle va nous raconter, elle va se présenter et ce que vous me demandez souvent, comment justement on se lance, parce que Lolita, elle est plutôt au début de son activité et justement, elle va vous partager, en tout cas on va le demander de partager comment ça se passe pour elle, comment elle s'organise, peut-être quels défis elle rencontre, parce que quand je me suis lancée en 2018 pour la deuxième fois, c'est vrai que tout qui est changé depuis maintenant et encore, j'ai utilisé le chômage que en 2013, donc c'est encore plus loin. Donc tout est changé et comme on a eu en off, l'État m'a dit qu'effectivement elle a un complément chômage. Je sais que ça vous intéresse beaucoup justement, comment s'organiser, comment partir, comment avoir en sorte de cette sécurité de départ pour pouvoir se lancer plus sereinement. Bienvenue Lolita, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de venir et de nous raconter ton histoire. Bonjour Anfisa, merci de m'avoir invitée sur ton podcast et puis je suis ravie de pouvoir partager mon expérience à tes auditeurs et pouvoir les aider dans leur parcours si besoin. Parfait. Très bien. Donc, ce que je te propose, présente-toi. Moi, j'essaie de ne pas présenter mes invités parce que je pense que tu parleras mieux de toi que quelconque. Donc, je te laisse te présenter et aussi te dire qu'est-ce que tu fais, voilà, quelle est ton activité, qu'est-ce que c'est doula, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Alors, moi, je suis Lolita, j'ai 33 ans, j'ai travaillé pendant plus de 7 ans en tant qu'infirmière à l'Institut Bergonié. Je travaillais de nuit auprès des personnes qui ont un cancer, c'est un institut centré que sur le cancer. Et j'ai eu mes 2 enfants entre-temps. J'ai eu envie de changer de métier par rapport à déjà le fait de travailler de nuit, plus les conditions de travail qui avaient changé. J'avais envie de changer aussi de public, d'être plus dans l'accompagnement, dans le bien-être, que dans mon métier d'infirmière où je m'y retrouvais plus forcément par rapport à mes valeurs professionnelle et à mon désir aussi de mener ma vie de famille et de jongler avec ma vie professionnelle. Donc je me suis renseignée et j'ai été attirée naturellement par ce métier. Donc moi je suis accompagnante périnatale. Je travaille auprès des familles, que ce soit, moi je propose des soins bien-être pour toutes les femmes, pour les femmes notamment autour de la maternité, et des soins pour les bébés avec des ateliers parentaux pour que les parents puissent avoir des nouveaux outils dans leur parentalité, que ce soit avec l'apprentissage du massage bébé ou le bain bébé, où je leur apprends à travers cet outil du bain à vivre une expérience. Du coup, moi, c'est essentiellement ça que je fais. Après, je me suis formée sur différents endroits. J'ai fait des formations plus ou moins complémentaires, plus ou moins spécialisées dans tout ce qui touche à la maternité. J'ai fait notamment des formations aussi avec Anfisa pour travailler autour du massage énergétique. Du coup, c'est à peu près ça mon parcours.
ce qui m'a amené à devenir accompagnante périnatale. Donc la différence avec doula, parce que du coup il y a une différence qui n'est pas facile à intégrer au début quand on se lance et c'est pas dit forcément partout. Donc je me permets de le dire parce que moi-même j'étais un peu dans le flou quand je me suis lancée. L'accompagnante périnatale, ça va être une personne qui va déjà qui s'est formée, donc faites attention à qui vous choisissez, c'est quelqu'un qui a des formations et qui va plutôt proposer des ateliers ou des soins, mais précis, en fait, ponctuels, sur une thématique précise. Et une doula, c'est une personne qui va être formée également, mais qui va plutôt proposer un accompagnement holistique de la personne, un accompagnement complet où elle va être présente soit avant la grossesse, pendant la grossesse, présente à l'accouchement ou après, mais sous forme de soutien émotionnel, en fait. Et après, là, peut se former pour faire des soins bien-être ou des ateliers parentaux, mais à la base, elle fait plutôt ce côté-là, ce type d'accompagnement plutôt. Voilà, c'est un peu ça la différence. Après, l'esprit reste quand même d'accompagner les familles, d'être dans une position non médicale. Donc, on ne propose pas du tout d'accompagnement médical, pas de suivi médical, pas de soins médicaux. Même si j'ai une formation paramédicale, je propose rien de tout ça aux familles que j'accompagne. Voilà, oui. J'ai une question à te poser justement. Est-ce que ton parcours paramédical qui t'a eu avant, peut-être te rend plus professionnel entre guillemets dans les yeux des familles, où tu sais, est-ce que ça joue ou tu ne vois pas de différence si par exemple tu auras complètement un autre métier? Alors, par rapport aux familles, je sais pas. En tout cas, pour moi, ça me légitime d'autant plus dans ce métier-là où, étant donné que les formations que j'ai faites, à chaque fois, c'était des formations de 2, 3 jours, donc ce qui est assez court, on va droit au but, il n'y a pas une approche professionnelle pour se positionner, c'est vraiment pour apprendre quelque chose à l'instant T. Et moi, ça m'a pas dérangé par rapport au fait que j'étais déjà infirmière et qu'il y avait plein de compétences que j'avais déjà, comme mener une relation d'aide, comme avoir une posture professionnelle, savoir mettre des limites, avoir une distance avec la personne qu'on a en face, savoir aussi gérer tout le côté émotionnel des rendez-vous qu'on peut avoir et pouvoir le mettre de côté quand on rentre chez soi et pas s'imprégner de ce que les personnes ont pu nous raconter, ont pu vivre, tout ce qui va être secret professionnel. Toutes ces choses-là, que ce soit la posture ou les compétences professionnelles, m'ont été acquises par ma profession d'infirmière, puisque c'est exactement sur ces thèmes-là qu'on travaille, que ce soit aussi toutes les thématiques professionnelles avec les valeurs professionnelles comme la bienveillance, le respect, la pudeur, l'intimité. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et qu'on n'apprend pas forcément dans ces petites formations qu'on fait. On les revoit, mais c'est vite fait. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vient d'un métier qui est totalement en dehors, soit du soin, soit de l'hygiène, soit du toucher, peut être un peu mise à mal par rapport à ça, parce que toucher une personne, ça s'apprend. Être au contact d'une personne, ça apprend. Et quand on est loin de tout ça, ça peut être particulièrement difficile, ou en tout cas, ça demande une adaptation que moi, j'ai pas eu de mal à avoir par rapport à ça. Donc sur ça, c'était intéressant. Toutes ces choses-là, par exemple, vous pouvez les apprendre quand vous faites une école de doula, où pendant toute une année, vous allez apprendre toutes ces choses-là, en fait. C'est ça aussi qui va être intéressant si vous faites plutôt une formation de doula, que moi, j'avais déjà ces compétences-là. Alors après, il y a d'autres compétences qui s'ajoutent pour les doulas, hein. Je ne dis pas qu'il faut être infirmière pour être doula, mais en tout cas, ces postures-là, je les avais déjà, donc je ne me suis pas sentie à mal quand j'ai commencé à faire ce métier-là. Au contraire, c'était plus une continuité, une logique dans ma posture professionnelle. D'accord. Oui, effectivement, tu vois, en étant maman, je pense que ça m'aurait rassurée, effectivement, aussi. Et pour toi aussi, cette question de légitimité. Et puis, ça se voyait de toute façon pendant les formations de massage que tu étais très à l'aise pour toi. C'était quelque chose qui est très naturel parce que c'est pas toujours le cas, justement, de se toucher la personne, les gestes enveloppants et tout ce que on entend quand on fait le massage
massage, donc quand on donne le bien-être, que ce soit énergétique ou pas d'ailleurs, c'est vrai que ça se voyait. Très bien. Alors, donc j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment de devenir une accompagnante? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier plus? Alors moi, ce qui me plaît le plus et ce qui m'a motivée, c'est tout ce que je ne retrouvais plus dans mon métier d'infirmière, c'est-à-dire de vraiment avoir du temps pour les personnes que j'ai en face de moi et pouvoir leur donner tout ce côté bien-être, soins, prendre le temps de discuter aussi et pas être sur juste une thématique avec une problématique donnée. C'est-à-dire que là, et c'est comme ça que j'ai voulu penser mes soins et mes prestations, c'est vraiment d'avoir un cadre où il y a vraiment un temps pour l'échange, il y a un temps pour pouvoir tout se dire et un temps pour le massage. Pour avoir toute cette combinaison-là qui, moi, m'intéressait et que j'avais un peu perdu soit dans mon métier d'infirmière ou soit que je n'ai pas forcément retrouvé quand j'étais enceinte ou quand j'ai accouché, parce que quand on a face à un public médical, il vient pour problème médical et c'est normal, hein, c'est pas une critique, mais du coup, il n'a pas ce temps-là pour discuter de tout ou de rien et des fois, c'est en discutant de tout et de rien qu'on se rend compte qu'il y a d'autres problématiques qui ne sont pas des problèmes majeurs, mais qui ont quand même besoin d'être soulignés, d'être accompagnés et d'être choyés dans cette période de la vie qui est pas évidente pour les femmes, pour les mamans, ou pour les familles en général. Mmh. C'est vrai que on a discuté en off pendant ta formation, ça me manquait beaucoup. Mon fils, il a 14 ans, donc on n'en parlait même pas. Il y avait que le sophrologie, je crois, et yoga à l'époque. C'est la seule chose qu'on pouvait donner comme bien-être aux mamans. Et c'est vrai que ça manque beaucoup. On est perdu, surtout si c'est pour la première fois. On ne sait pas trop. Les générations précédentes, elles peuvent nous donner des conseils, mais ça a changé énormément. On n'est pas sur les mêmes. Je me rappelle toutes ces questions que je me suis posées. Oui, c'est bien qu'il y ait ce métier. Mais justement, depuis quand tu es installée et comment ça se passe pour toi? Voilà, comment t'es partie? Parce que c'est vrai que ce côté administratif, on va dire, ça intéresse beaucoup les personnes. Parce qu'on a parlé un peu que si je me trompe pas, en tout cas, à l'époque, quand on a discuté que tu as eu un complément chômage, et donc je sais que ça intéresse beaucoup. Voilà, n'hésite pas à me dire. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, avant de quitter mon travail, et c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment de se renseigner sur ce que vous avez envie de faire, quand sont les dates des formations, quand est-ce que vous... et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre emploi actuel. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai regardé ce qui m'intéressait, parce qu'il y a plein de formations, il y a plein de spécificités aussi différentes. C'est ça qui est intéressant dans mon métier, c'est que il y a beaucoup de formations différentes et complémentaires, donc on peut vraiment s'éclater à faire des choses qui nous plaisent. Donc j'ai regardé tout ça, après j'ai contacté Pôle Emploi. Donc moi j'étais pas dans le public, donc je dépends pas du public, et j'ai pu faire ce qui s'appelle une reconversion professionnelle en passant par Pôle Emploi. Donc pour faire ça, il fallait d'abord que je contacte un conseiller en évolution professionnelle qui m'envoie vers un conseiller qui va être spécifique à mon métier. Donc, il vous dirige automatiquement par rapport à votre appel. Il faut d'abord monter un dossier pour montrer le sérieux de votre projet. Il faut faire toute une étude de marché, une étude de faisabilité, justifier les formations que vous voulez faire. Donc, ça peut être intéressant aussi de réfléchir à si vous avez envie que Pôle emploi finance votre formation, si c'est une formation, par exemple, sur plusieurs mois intensive, ou moi, vu que c'était que des petites formations, j'ai préféré plutôt qu'ils me financent avec un revenu tous les mois. Donc, plusieurs choses qui existent. Et il y a également, alors moi, je suis pas passée par SAP, donc je peux pas être trop précise, mais si vous avez créé votre micro-entreprise avant de démissionner, vous pouvez avoir une prise en charge de Pôle emploi qui est indépendante des revenus de votre micro-entreprise une fois que vous avez démissionné. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que, par exemple, moi, maintenant, j'ai validé tout ce parcours-là avec Pôle emploi. Donc, tous les mois, ils me versent un revenu, c'est une partie de mon chômage, donc c'est pas mon chômage au complet. Donc, c'est aussi important de regarder ce qu'ils vous versent parce que suivant votre revenu, ça peut
ne pas forcément vous intéresser. Et par contre, dès que je gagne de l'argent, donc tous les mois, je déclare ce que je fais à l'URSSAF et je déclare à Pôle emploi et ils déduisent ce que j'ai gagné de mon chômage. Donc tous les mois, j'ai à peu près tout le temps la même chose parce que ils déduisent ce que j'ai gagné. Donc voilà, c'est intéressant à regarder pour vous, pour votre situation par rapport à vos charges que vous avez. Il y a aussi une autre chose qui est possible en faisant ce parcours-là, c'est de demander votre versement en 2 fois d'une partie de votre chômage. Donc ça va être intéressant si vous avez pas mal de matériel à acheter, si vous savez que votre métier va y avoir un gros flux d'activités d'entrée de jeu et que vous n'avez pas forcément d'avoir une sécurité financière derrière, mais au contraire, ça vous permettra d'avoir un crédit moins important parce que vous avez beaucoup de matériel à acheter, ou ça dépend si vous faites aussi une société. Si vous êtes en société et que vous ne versez pas de revenus, Pôle emploi verse le revenu et voilà, c'est des choses à faire. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de déjà vous renseigner auprès de Pôle emploi et n'hésitez pas à aller voir un comptable. Un comptable, les premiers rendez-vous souvent sont gratuits. Ça vous aidera aussi à déterminer les besoins que vous aurez pour votre statut, soit micro-entreprise, soit entreprise individuelle, soit société. Il y en a plein et c'est important de faire tout ça avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, je trouve, parce que ça peut vous mettre à mal si vous n'avez pas bien regardé tout ça ou de passer à côté de certaines aides. Tout à fait. Tout à fait. Je souris parce que ça a changé, mais il y avait aussi ce côté chômage en 2 fois. Et je me rappelle en 2013, je suis partie comme ça et c'était compliqué. Oui, effectivement, c'était compliqué parce que je préférais d'avoir comme toi les compléments de chômage tous les mois qu'avoir, on va dire, en sorte de crédit, oui, enfin, c'est pas un crédit puisque je dois pas le rembourser, mais je voulais dire en sorte de somme que je dois gérer moi-même. Après comme tu as bien expliqué, chaque cas est complètement différent dans le sens que si vous avez, comme tu as bien dit, plusieurs clients d'entrée, par exemple, si vous avez commencé déjà cette activité avant et vous avez des clients constamment, donc ça peut être intéressant, ou sinon vous avez besoin d'acheter le matériel ou autre chose. Très bien. C'est vrai que c'est intéressant. Mais justement, comment tu as fait pour chercher tes premiers clients? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est pas un institut, par exemple, où les gens viennent, tu n'as pas de vitrine. Je suppose que tu dois te déplacer chez les personnes ou peut-être dans certains cliniques où c'est hôpitaux où c'est autorisé. Voilà, comment ça se passe pour recherche de clients dans ce domaine-là? Alors, pour rechercher les clients, déjà, j'utilise pas mal les réseaux sociaux. Je trouve que c'est bien d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas trop là-dedans. Moi, personnellement, j'y étais pas non plus. Et ça s'apprend, c'est comme pour tout. Donc, avant de quitter votre travail, n'hésitez pas à faire plein de petites formations qui peuvent être intéressantes ou à vous renseigner pour qu'une fois que vous démarrez, tout ça soit déjà fait pour vous et en tout cas soit déjà intégré en fait. Parce que si vous lancez votre activité et qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas encore faites, en fait tout ça, ça prend énormément de temps et ça peut un peu vous perdre entre toutes les choses qu'il y a à faire au démarrage. Donc déjà, voilà, je mise pas mal sur les réseaux sociaux. Alors des fois, ça m'apporte des clients, mais il n'y a pas que ça. Ça me permet aussi d'avoir une vitrine un peu où les gens vont pouvoir venir voir un peu mon univers, ce que je propose. Ça fait quand même un résumé où il y a mes tarifs, il y a mes prestations, et donc ils peuvent me trouver comme ça. J'utilise aussi, j'ai un site internet, donc ça peut attirer aussi par là quand les gens recherchent sur Google, par exemple. Après, la prospection, que ce soit par rapport à des endroits lambda ou après tout ce qui va être centré sur mon public cible, donc les crèches, les écoles, tout ce qui est métiers médicaux, paramédicaux centrés autour de la femme ou de la petite enfance, les mairies. Faut vraiment pas hésiter à aller rencontrer du public, à aller rencontrer des gens. Donc j'ai des flyers que je distribue. Après, je rencontre aussi des professionnels, rencontrer d'autres professionnels pour montrer que vous existez, pour aussi expliquer un peu ce que vous faites, parce que vu que c'est un métier qui est pas forcément très connu,
Les personnes ne sont pas forcément avisées de ce que ça peut apporter aux femmes ou aux familles ou aux bébés. Donc, c'est important aussi d'expliquer ce que vous faites et de montrer ce que vous faites précisément, puisque, comme je vous disais, sur les accompagnements périnatales, il y a plein de spécialités différentes. Donc, c'est important que vous communiquiez sur ce que vous proposez. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut être aussi à l'aise de savoir ce que vous avez envie de faire, quel est vraiment votre public cible et jusqu'où vous pouvez aller. Par exemple, si vous souhaitez être que sur un local ou si vous avez envie de faire du domicile ou si, jusqu'où vous allez. Du coup, par exemple, pour ma part, moi, je vais à domicile quand on me le demande. J'ai un rayon de kilomètres autour un périmètre d'activité et j'ai 2 endroits où je travaille en fixe, 2 lieux d'activité différents. Moi, j'ai décidé de travailler comme ça, mais c'est important aussi pour vous de décider de ça et de pouvoir le communiquer. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, il y a une vraie stratégie, en tout cas, c'est bien, c'est clair, et en tout cas, ça donne déjà l'idée, parce que c'est vrai que c'est comme tu as bien dit, de montrer aux autres que ça existe. Sincèrement, si je ne ferais pas, parce que moi, je rencontre les doulas et les accompagnants familiaux, surtout pendant les formations de massage, même pas soins énergétiques ou autres, c'est vraiment les formations de massage. Et c'est comme ça que j'ai su, il y a quelques années, que ça existe. Mais c'est vrai que c'est pas naturel. Maintenant, heureusement, c'est de plus en plus connu, mais il y a encore peut-être des personnes qui peuvent ne pas savoir, tout simplement. Très bien. Tu as dit déjà un tout petit peu, mais est-ce que tu t'es senti vraiment légitime dès le début ou il te fallait un peu de temps pour se sentir vraiment? Est-ce que tu as eu ce fameux syndrome d'imposteur ou jamais? Oui, oui, et qui me suit encore par certains moments. Alors, le fait que j'étais infirmière, pour moi, ça m'a vraiment aidé à me légitimer par rapport à ma posture professionnelle, déjà de me dire que j'avais quand même une base professionnelle où je sais, j'ai des capacités, des compétences qui me permettent d'être auprès des familles sans me sentir en incapacité ou sans me sentir, voilà, avec ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur. Par contre, je l'avais à certains moments quand j'ai pas forcément d'appel ou quand il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi et que je vais regarder un peu ce qu'elles font, à me dire est-ce que je suis dans la bonne thématique, est-ce que j'ai les bons prix, est-ce que ce que je propose c'est assez, qu'est-ce qu'elles font elles de plus ou de moins qui pourrait justifier qu'on vienne me voir ou pas. C'est toujours cette remise en question-là de savoir plutôt si je suis à ma bonne place et si ce que j'apporte aux familles est justifié ou pas. En fait, c'est plutôt par rapport à moi-même où je vais me comparer, mais plutôt pour moi-même, à savoir est-ce que j'apporte vraiment des bonnes choses. Vu que là, je fais payer, je suis plus dans une démarche de salarié. En fait, là, on se pose plus des questions par rapport à soi-même. Est-ce qu'on est dans la bonne justesse par rapport à ce qu'on propose. C'est plutôt par rapport à ça, mais c'est sûr que ça reste une question qui perdure et qui est importante à maîtriser pour pas être en incapacité. Alors, je trouve que c'est intéressant d'avoir toujours cette remise en question et jamais rester sur ses acquis, déjà pour évoluer, pour avoir envie de proposer de nouvelles choses ou pour continuer à se former. Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne un frein en se disant ben non, je ne sors pas de chez moi ou je vais rencontrer personne parce que je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas. Mmh. Très bien. Mais ça, on peut même dire que c'est vraiment, tu fais en sorte de étude de marché, en quelque sorte, tu vois tes concurrents, donc c'est très, très bien. Au contraire, c'est pour augmenter la qualité de ton travail, voilà, toujours savoir qu'est-ce qui se fait, et ainsi de suite. Donc, franchement, c'est très, très, très bien. Et dis-nous, s'il te plaît, est-ce que dès le début, par exemple, quand tu es parti de ton travail à l'hôpital, est-ce que tu te dis que voilà, je me donne tel nombre de, je sais pas, mois
peut-être une demi-année ou un an ou 2 ans ou 3 ans, je ne sais rien, pour que ça marche, ou c'était un peu je compte un peu sur l'univers, comment ça se passe? Est-ce qu'il y avait vraiment ce calcul? Est-ce qu'il y avait aussi la préparation peut-être? La préparation, je sais pas ce que tu as eu un business plan ou un plan de financement, mais quelque chose qui était très concret et où c'était un peu, voilà, j'arrive et je fais, on verra après. Déjà, vu que moi je suis passée par Pôle emploi et que j'ai les aides de Pôle emploi, en fait, je m'étais dit que jusqu'à la fin de mes aides, je me consacrerai totalement à mon entreprise, à faire que ça, justement, pour avoir le temps de faire tout le démarrage qui est long. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez conscience, que le démarrage, il est long, de préparer tout ce qui va être le site internet, les réseaux sociaux, les flyers, ses offres, ses prestations, rencontrer les gens qui travaillent autour de chez vous, rencontrer des familles. Tout ça, c'est assez long, c'est assez chronophage, surtout quand on a une famille à côté. Et du coup, je m'étais dit, durant tout ce temps-là, ça va me permettre de faire ça sereinement, parce que du coup, c'est du temps en moins sur d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour attirer de la clientèle. Et en même temps, continuer tout ça et me dire que jusqu'à ce que j'ai pu Pôle emploi, je me consacre pleinement à mon activité. Et après, me dire qu'une fois que j'aurai pu mes aides, essayer de combiner 2 activités professionnelles jusqu'à en vivre pleinement, en fait. Mmh. J'ai pas réussi à vivre que de cette activité. Que de cette activité-là, pardon. Mmh. D'accord. Très bien. Mais c'est bien aussi parce que effectivement, j'ai remarqué, il y a une chose que parfois on a même un peu honte de dire que j'arrive pas à vivre de mon activité, et pourtant c'est aussi la sérénité parfois d'avoir, et parfois on a juste, quand on a des familles, on n'a pas assez de temps pour prospecter, assez de temps pour pour passer sur les réseaux, parce que parfois je vois des conseils des jeunes qui n'ont pas de famille, qui sont 20 ans, et ils ont tout leur temps pour faire leur business. C'est vrai que je comprends tout à fait que c'est la famille, et surtout les enfants en bas âge et tout ça. Donc il n'y a aucune honte dedans. C'est bien que tu en parles, qu'effectivement on peut très bien effectivement conjuguer les deux. Conjuguer les deux pour avoir cette sérénité, sécurité aussi, et de toute façon, quand on est dans les métiers qui touchent au bien-être des autres, il faudrait bien que nous, on ressent ce bien-être, qu'on ne sera pas tout le temps stressé. Même bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas comme pour tout le monde, mais en tout cas que tu peux être rassuré sur le long terme. Et justement, à partir de donc là, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc tu fais doula. Est-ce que, si je peux comprendre, tu as une autre activité à côté? Non, pour l'instant, je fais que ça. Non, mais c'est ça, quelque chose qui si toutefois ça n'arrive pas, tu te projettes. Et justement, qu'est-ce que tu te donnais comme temps pour jusqu'à la fin de tes indemnités de chômage? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, Très bien. Est-ce que tu vas revenir vers en parallèle ton métier d'avant, ou qu'est-ce que tu as comme projet? Oui, après, je vais revenir sur mon métier d'avant, vu que c'est un métier où il y a beaucoup de demandes. En fait, je peux faire soit de l'intérim, soit des CDD, mais travailler en tout cas avec un planning que j'ai envie de conjuguer avec cette activité-là. C'est ça l'intérêt, et c'est comme ça aussi que j'avais pensé au démarrage, en me disant, je me laisse tout mon temps d'aide de chômage pour me consacrer pleinement à mon activité. Une fois que c'est lancé, on a toujours besoin de temps, mais il y a des choses qui sont déjà mises en place, donc on a moins besoin de travailler. Et du coup, je pourrais conjuguer les 2 activités en menant ces 2 emplois du temps différents, et ajouter plus ou moins du travail d'infirmière pour compléter mon salaire, et avoir un métier un peu plaisir et un métier nourricier. Et peut-être ce ne sera pas nécessaire. Hein. Oui, mais en tout cas, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est qu'il faut toujours penser à avoir des plans B, des plans C, et se projeter, et pas avoir honte de se dire, mince, ça n'a pas marché. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'il faut
aussi se dire que c'est pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous allez exploser votre business plan. C'est qu'il faut penser que c'est un marathon, qu'il y a des périodes plus ou moins propices où vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent parce que à ce moment-là, vous savez pas pourquoi les clients vont être très attirés et pendant plusieurs mois, vous avez personne et c'est pas grave en fait. Mais faut toujours garder cette détermination-là, se demander pourquoi on fait ça et essayer de rester focus sur vos objectifs en fait. Mhm. D'accord. Très bien. Et comment justement ça marche ce métier? Parce que maintenant, de plus en plus, on parle des forfaits, des offres. Bon, après, ça dépend de métier. Toi, je suppose que parce que comme c'est quand même sur une durée limitée, est-ce que tu proposes des forfaits? Est-ce que c'est à la séance? Est-ce que voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu proposes un parcours ou ce sont des heures? Voilà, comment Alors moi, je propose des prestations tarifées avec un horaire précis Mhm. pour plusieurs périodes de la vie, soit pour la maman sur plusieurs temps, qu'elle soit enceinte ou en postpartum, ou pour les femmes qui ne sont pas du tout sur la période de la maternité. Des soins aussi pour des ateliers parentaux. Et après, j'essaie de combiner des formules qui vont allier soit plusieurs fois des massages, soit et des ateliers parentaux et des massages, et pour essayer de proposer des formules qui vont être plus intéressantes pour les familles et qui vont me permettre d'avoir plusieurs fois une même famille. Et également pour aussi, il y a pas mal, ce qui marche pas mal, c'est les cartes cadeaux pour offrir pour les jeunes parents. Et souvent, ceux qui leur offrent combinent utilisent les formules plutôt qui sont plus avantageuses financièrement. Mhm. Très bien. Et toi aussi, ça te permet de voir un peu de visibilité sur le long terme de ton activité qui est important et que je conseille d'ailleurs toujours sur ce podcast d'avoir un peu de visibilité, de justement créer. Après, ça dépend de métier. Je comprends que c'est pas la même chose le coach que même bien-être que doula parce qu'il y a quand même le temps limite pour moment, même si après, je sais qu'on peut travailler sur différentes choses. Voilà. Pour les accompagnements familiaux, on peut travailler sur plusieurs choses et puis bien-être, c'est toujours au rendez-vous. Très bien, mais en tout cas, je trouvais ça très bien et très bien d'en parler parce que souvent j'ai remarqué une chose qu'on invite souvent au podcast des personnes qui ont commencé il y a 10-15 ans ou même 5 ans avec des conditions complètement différentes. Je me rappelle quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant de thérapeutes bien-être. J'englobe un peu tout le monde dans les thérapeutes bien-être, tous les métiers et que maintenant, voilà, on est de plus en plus nombreux et c'est très très bien. Moi, je dis toujours que c'est pas la question de saturation du marché, c'est plutôt les meilleurs qui restent, justement, les qualités qui priment. Et c'est très bien aussi de voir les débuts de parcours pour ceux qui commencent maintenant, comment ils s'organisent et quels sont justement leurs défis et les victoires. Mais justement, quels étaient tes défis que tu as rencontrés, les difficultés et aussi, si tu peux nous partager justement tes victoires, tes petits, même si ce sont des petites victoires, c'est toujours les victoires, si tu sais. Les défis, c'était déjà de me lancer, de quitter mon travail, parce que j'avais quand même une situation pérenne et sereine, puisque j'étais en CDI, j'avais quand même une bonne situation avec un revenu qui était plutôt confortable. Donc déjà, c'est de se lancer, de passer le pas. Et du coup, pour ça, je vous conseille de vous faire accompagner soit par des formations qui vont vous donner des clés pour qu'une fois que vous commenciez, vous ne soyez pas perdu, que ce soit sur des formations de marketing, sur des formations de communication ou sur des formations comptables si vous décidez de faire tout par vous-même. Mais en tout cas, d'avoir déjà ces clés-là et des formations. Donc moi, j'avais fait une formation qui s'appelle Entreprendre sereinement en périnatalité. Ça m'a permis vraiment de travailler sur déjà ce que j'avais envie de faire,
avec un Ikigai, j'avais fait. Il y avait également tout ce qui va être développement de sa propre couleur. Donc, on parle de sa couleur en tant que professionnel. Et c'est notamment ce que tu dis, que c'est pas parce qu'il y a plusieurs professionnels qui font la même chose que vous-même dans la même ville, hein. On a chacune notre spécificité, notre couleur, notre façon de voir les choses. Il faut se dire que, au contraire, ça fait plus parler de son métier et les gens vont être attirés par qui vous êtes en fait. Et ça sert à rien de faire quelque chose en se disant ben ça c'est tendance, je vais faire telle formation si au final ça vous plaît pas parce que vous allez peut-être avoir des gens, mais au final ça va sur le long terme ça va pas marcher en fait. Et même vous n'allez pas envoyer la bonne énergie sur ce soin-là. Donc ça m'a permis de vraiment décider ce que j'avais envie de faire. Donc ma petite victoire c'est vraiment d'avoir passé le pas, d'avoir tout quitté et de m'être dit ben je me lance et on verra, mais je saute le pas et je fais quelque chose qui m'anime. Donc ça a été hyper difficile et ça fait peur, mais en même temps, c'est une victoire de me dire, ben, j'essaye et on verra. Et je fais vraiment quelque chose où je me dis tous les matins, bah, je fais ce qui me plaît. Quand je suis avec des familles et que voilà, on a un retour qui est positif ou la famille vous envoie un joli message, bah, c'est toujours, ça fait chaud au cœur où on se dit, bah, voilà, c'est pour ça que je le fais et le message est reçu, le message est compris. Dans ce qui va être plutôt les défis ou les difficultés que j'ai pu avoir, ben, c'est des fois d'avoir des mois où j'ai pas du tout de contact, que ce soit des clients ou des cartes cadeaux avec des fois, j'ai pas de clients, mais j'ai quand même des contacts avec des personnes qui m'envoient des messages pour s'intéresser à mes offres, qui vont bientôt me recontacter. Et des fois, j'ai rien du tout sur un mois complet où j'ai zéro appel, zéro message, rien du tout. Et de se dire, ben, comment je fais, qu'est-ce qui va se passer et là, c'est vrai que c'est des grosses remises en question à chaque fois où je me dis, est-ce que ce que je fais, c'est ça? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme je vous disais, c'est vraiment voir les choses sur du long terme et se dire, ben, c'est pas grave en fait, il faut voir plus loin et faut continuer à bosser son offre, il faut continuer à bosser son image de marque et toujours réfléchir à qui on est, pourquoi on le fait et c'est ça qui va faire que vous allez perdurer. Si tous les mois vous changez d'offre, vous changez vos prix, vous changez qui vous êtes, vous essayez de regarder un peu ce qui se passe à côté pour un peu copier et se dire, ben, si elle a fait ça, je vais faire ça, ça tient pas en fait. Ça tient pas et c'est vrai que quand je doute, des fois je me demande ce qui va se passer ou quoi. Et à ce moment-là, j'ai toujours quelqu'un qui vient et qui me dit, ah, je vous ai choisi vous parce que quand j'ai vu ce que vous faisiez, ça m'a vraiment parlé. C'est ça que je voulais. Et c'est là qu'on se dit, ben voilà, là j'ai touché quelqu'un qui a compris mon message et c'est ça qui m'anime de me dire, ben, je suis dans la bonne voie. Faut juste ben, continuer à persévérer en fait et à travailler et ça va marcher. Il faut y croire aussi. Tout à fait. Oui, puisque ce sont, comme je suis dans l'énergétique, j'ai envie de dire, ce sont des vibrations. Et puis, comme tu as bien dit, on a chacun ses propres couleurs. J'ai bien aimé cette expression. Pour moi, on a chacun son énergie, donc ça rejoint un peu. Effectivement, il ne faut pas tomber dans cette syndrome d'objet brillant. Il y a le Nutella, la voisine, elle a fait ça. Non, c'est vraiment qui on est, quelle est notre personnalité, qu'est-ce qu'on fait. Effectivement, se donner le temps. Parfois, peut-être il faut garder son travail ou trouver le travail si c'est vraiment pas possible financièrement, mais se donner le temps de développer l'entreprise. Il y a pas longtemps, j'ai entendu le message de, je crois que ça s'appelle Pauline Léniaud, il y a un podcast, je me trompe peut-être sur le nom de famille, c'était le podcast avant Grattan, je crois, et il disait qu'il fallait presque, c'est une bijoutière, enfin c'est une maison de bijoux qui est très connue, qu'il fallait presque 10 ans, parce que ça vient pas de la famille, pour développer son entreprise. Et maintenant, elle a du succès, elle a déménagé en Suisse, ainsi de suite. Donc, bref, pour vous dire que il faut prendre le temps et parfois un peu plus qu'on a pensé. Bien sûr qu'il faut se donner des délais. Comme tu as dit, peut-être, moi, j'appelle pas ça un plan B, mais au cas où d'avoir cette
idée qu'est-ce que je fais si ça ne va pas. Mais en même temps, moi je dis toujours, c'est vivre cette entreprise à 100%. Ça veut dire que comme tu as fait, tout préparer les bases solides, faire des formations, préparer ton site, préparer tes offres et vraiment te trouver. Donc, très, très bien aussi. Et puis, on a toujours, enfin, la vie d'entrepreneur, c'est toujours ça. C'est juste que les problèmes qui changent avec les niveaux, mais il y aura toujours des problèmes. Il y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un et je me dis, mais c'est exactement ça. L'entrepreneur, c'est la personne qui doit tout le temps trouver les solutions aux problèmes. Donc, c'est exactement ça. Si c'est pas assez de clients, c'est trop de clients, trop de sollicitations et donc il faut rester professionnel et trouver les mots, les paroles pour dire et après des émotions, des personnes, ainsi de suite. Donc oui, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Pour conclure, j'ai juste, est-ce que tu as quelque chose à rajouter que peut-être je t'ai pas demandé mais tu as envie de dire, c'est pas obligatoire, peut-être il n'y a pas. Ce que j'aurais envie de rajouter, c'est vraiment de travailler aussi sur vous, de vraiment prendre soin de vous, parce que l'entrepreneuriat, c'est certes, il y a beaucoup de points positifs. On peut se dire, je vais travailler comme j'ai envie, avec le planning que j'ai envie, tout ça. Donc, ça peut donner un peu cette image brillante, c'est génial, l'entrepreneuriat, machin. Donc, oui, il y a des points positifs, mais c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de temps et d'énergie. Où certes on est chez soi, mais on est focus sur son entreprise, donc il faut se donner ce temps-là et prendre soin de soi en travaillant déjà aussi sur soi, que ce soit avec un thérapeute, une psychologie ou un travail énergétique, quoi. Quelque chose en fait qui vous permette de toujours être en confiance dans ce que vous faites et pas vous laisser couler à un moment donné, vous dire que j'ai une branche à laquelle je peux me raccrocher quand je sens que ça va plus du tout, et aussi vous dire qu'il faut persévérer, que à côté l'herbe elle peut paraître plus verte, mais c'est pas forcément le cas. On vous montre aussi que ce qu'on a envie de montrer, et qu'il faut quand on croit à ce qu'on fait, faut continuer, faut avoir envie de se donner à fond et de se dire que ça va finir par y arriver et qu'il faut juste pas se dire que c'est facile en fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Et dis-nous comment on peut te trouver, même si je mets toujours tous les coordonnées sur toutes les plateformes, peut-être à l'oreille, puisque parfois on écoute des podcasts dans la voiture ou en faisant quelque chose. Déjà, parce que tu as parlé un tout petit peu, mais où tu te trouves vraiment localement, comment s'appelle la ville où tu travailles, et puis bien sûr sur les réseaux, sur ton site, comment ça s'appelle? Alors, moi, je travaille sur Villeneuve-d'Ornon. Du coup, j'ai mon local qui est sur Villeneuve-d'Ornon. Je travaille aussi sur le Yellow Temple qui est à Petit-Piquet, vers l'Èche-Cap-Ferré. D'accord. Juste une petite précision, puisque je vois les statistiques d'écoute, c'est pas toujours de Bordeaux, donc Villeneuve-d'Ornon, c'est à côté de Bordeaux, dans les 33, en Gironde. Voilà, parfait, merci. Après, je travaille à domicile, donc sur la Cube, sur le bassin d'Arcachon. N'hésitez pas à me contacter, je me déplace assez loin. Et après, on peut me trouver soit par Instagram, donc que tu pourras mettre sous ta légende. Mon site internet, c'est mybabylovedoula.com, et sinon par téléphone au 07 82 38 40 03. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Lolita, de venir, de partager ton histoire. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à Lolita, parce que je l'ai formée, je sais que c'est la personne très calme. C'est vrai que moi, j'ai cette impression, parce que je pense que tu es plus jeune que moi, je ne t'ai pas demandé l'âge, mais j'ai toujours l'impression maman. Tu vois, cette calme vraiment rassurant. Je pense que pour ton métier, tu le dégages vraiment. Merci. Merci pour ton invitation. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi et puis avec tes auditeurs. Donc, n'hésitez pas s'il y a besoin. Ça me fait plaisir d'échanger. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thérapeute Inspiré. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous inscrire à ce podcast pour
ne manquez aucun épisode. Partagez-le avec vos amis et collègues qui pourraient aussi en bénéficier. Vos retours sont précieux pour moi, alors n'hésitez pas à réagir. Laissez un commentaire et notez le podcast sur la plateforme de votre écoute pour que plus de personnes puissent le découvrir. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.